Bienvenue pèlerins du web. Dans cette vidéo, nous allons exposer le cadre géographique des principaux contributeurs de la néolithisation de l'Europe centrale. Car toute culture est foncièrement façonnée par le milieu dans lequel elle évolue. Et ce milieu est lui-même façonné par la géographie et par le climat qui lui est affecté. Dans la vidéo 3 épilogue sur le néolithique de la playlist Une épopée humaine, nous avons évoqué les migrations syro-anatoliennes. Nous avons précisé que ces migrations se sont faites par vagues et qu'elles ont commencé vers moins 6400, à partir d'un foyer situé dans le sud-est de la Turquie. Les causes de ces migrations syro-anatoliennes sont mal définies, elles sont plurielles. Des causes démographiques, par exemple une explosion démographique consécutive à l'agriculture qui oblige le départ des surplus de population. Des causes politiques, comme par exemple des tensions entre différents groupes au sein d'une population. Des causes climatiques, nous avons évoqué un déluge par submersion méditerranéenne du bassin pontique vers moins 7500, suite à la montée des mers par la fonte des calottes glaciaires. Des causes idéologiques, par une volonté de colonisation des terres restées encore paléolithiques. Quelle que soit la cause, ces migrations se sont faites tous azimuts, mais il faut avouer que ce sont celles vers l'Europe méridionale qui ont été les plus abouties. Et la raison en est que dans ce territoire, il y avait encore des populations qui vivaient d'une économie paléolithique, qui s'abritaient encore dans des grottes et qui étaient faciles à coloniser ou à convertir à l'économie néolithique. Ce qui n'est pas le cas au nord, derrière le Caucase, où une culture néolithique préexiste déjà depuis l'interstade de l'Alrod qui réchauffe la planète entre les Drias moyens et récents. Nous avons traité de ces périodes climatiques fortes influentes sur le développement des communautés humaines dans la vidéo 2 de la playlist Une épopée humaine qui traite du Mésolithique. Il s'agit de la culture de Séroglazov, dont on ne connaît pas grand-chose, pourtant voisine de l'Anatolie. A-t-elle été transformée par l'arrivée de tribus anatoliennes? On n'en sait rien. Elle va tout de même persister jusqu'en moins 5500, tandis qu'à l'ouest, les Anatolo-Syriens atteignent l'Italie du Sud par groupes égéens et chypriotes interposés. Il faut voir que le Caucase est une barrière naturelle assez efficace, si l'on en accepte les littoraux pontiques et caspiens. La migration syro-anatolienne vers le sud a été, de même, considérablement freinée. Dans cette direction, les Syro-Anatoliens se sont trouvés confrontés, d'une part au désert arabique, d'autre part à des populations préexistantes de même technologie, néolithiques elles aussi, comme celle du Levant, qui font barrière devant le Sinaï, rendant l'accès au delta du Nil difficile par voie de terre. De plus, il y a sans cesse des vagues sémites qui montent depuis le sud péninsulaire, depuis le Yémen qui se trouve en face de la Corne d'Afrique, de l'Éthiopie et du Soudan, et qui suivent le littoral arabique ou bien traversent le désert d'oasis en oasis, même en ces temps où le chameau n'est pas encore domestiqué. Parmi ces peuples sémites, citons les Amorites, qui auront un destin formidable dans la Syrie à partir de moins 2600. Nous en parlons dans la vidéo 2 de cette playlist. Vers l'est, on peut supposer que les Anatoliens ont eu quelques difficultés à traverser le Zagros. On les voit mal être à l'origine des Élamites, et pour ce qui est de l'Inde, on sait qu'elle est déjà peuplée d'autochtones depuis le Paléolithique. Par contre, on suppose que, à l'instar ou en collaboration avec les Sumériens, ils ont apporté dans ces deux régions les techniques de l'agriculture et de la céramique.
L'ensemble du Zagros est alors peuplé d'autochtones qui pratiquent le pastoralisme de la chèvre sauvage depuis moins 12 600. Les Syro-Anatoliens y apportèrent le mouton. Enfin, en ce qui concerne les Sumériens, on a dit qu'ils échappaient aux définitions indo-européennes et sémites et qu'ils n'ont pas vraiment migré ailleurs qu'en Mésopotamie, sinon pour le commerce. Ayons donc en tête que les Syro-Anatoliens ont surtout réussi leur migration à travers l'Europe méridionale, de la Thrace et des Cyclades jusqu'en Espagne, en passant par la Grèce, les Balkans, l'Italie du Sud, et qu'ils ont même débordé sur le Maroc. Les cultures pontiques évoluent donc pour leur propre compte, indépendamment des Syro-Anatoliens. Même si le littoral pontique peut constituer une bande passante pour les migrations pédestres, les mondes thraco-syro-anatolien et méditerranéen sont disjonctés du monde des steppes pontiques. Ce sont donc deux styles culturels foncièrement différents, les cultures pontiques que nous traitons dans cette playlist et les cultures syro-anatolo-méditerranéennes qui contribuent à façonner l'Europe des temps anciens. Permettez que je me présente sommairement, pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Je suis la steppe eurasienne. Mon paysage est une vaste plaine, remplie à perte de vue d'immenses étendues d'herbes dépourvues d'arbres, à l'exception de rares vallées alluviales alimentées par quelques grands fleuves, la Volga, l'Oural, le Dniepr. Je représente l'équivalent biogéographique en Eurasie de ma cousine, la Grande Prairie d'Amérique du Nord. Je m'étends de la Roumanie à la Mandchourie, et j'ai une petite colonie, une exclave en Pannonie, dont je suis séparé par les Carpates. Au nord, mon climat est plus tempéré et continental, ce qui permet à de grandes forêts de feuillus à feuillage caduc de se développer. Je m'arrête quand commence la taïga, la forêt boréale composée surtout de conifères, des pins, des sapins, des épicéas, des mélèzes. Elle ne fait pas partie de mon magistère. Au sud viennent me lécher des végétations semi-arides qui font la transition avec les déserts d'Asie centrale. On me divise en steppe occidentale, steppe centrale et steppe orientale, selon les caractéristiques régionales. Ma steppe occidentale est boisée au nord, avec les forêts de feuillus et des forêts mixtes tempérées. On y trouve des chênes, des tilleuls, des bouleaux, des trembles et des fruitiers sauvages. Souvent, ma terre est noire ou calcaire, et je m'étends des Carpates au pied de l'Oural, à travers la Roumanie, la Moldavie, l'Ukraine et la Russie. Cette région est très fertile et a généralement été transformée au profit de l'agriculture. Au sud, ma steppe occidentale est pastorale. C'est elle que l'on nomme pontique. Elle s'étend de l'embouchure du Danube jusqu'au fleuve Oural. Ici, pas de forêt, mais une formation végétale correspondant au biome des prairies. Je corresponds parfaitement à ce que les Grecs et les Romains de l'Antiquité appelleront la Scythie et la Sarmatie. J'ai été le domaine des peuples nomades cavaliers qui s'y sont succédés et mélangés. D'abord, les peuples proprement pontiques. Ensuite, ceux qu'on qualifie d'indo-européens, les Cimériens et les Iraniens, qui donneront les peuples scythes, sarmates, roloxans et alains, entre autres. Puis j'ai accueilli les peuples germanophobes qu'on appelait les Ostrogoths. Ensuite, les turcophones et les magyarophones, c'est-à-dire un ensemble de peuples tout aussi célèbres les uns que les autres. Les Huns, les Avars, les Proto-Bulgares, les Khazars, les Mayas, les Petchénègues, les Koumans, les Mongols de Gengis Khan et de la Horde d'Or, et les Tatars. Sans oublier les Cosaques slaves réputés grands éleveurs de chevaux. À la fin du XVIIIe siècle, l'Empire russe met fin à plusieurs millénaires de nomadisme et je deviens le grenier à blé des tsars. Ma steppe orientale est plus aride, flanquée de deux massifs montagneux, l'Altaï et le Kouraï. Elle est au contact des mondes mongols et chinois. Cette partie orientale regorge de sites archéologiques, que ce soit des tumulus, des kurganes, mais aussi des statues, des pétroglyphes.
Cette abondance archéologique s'explique facilement par la situation de la steppe qui est empruntée par la route de la Tchouïa, axe ayant au moins 3 millénaires d'existence et qui relie la Mongolie et la Chine à la Russie par l'Altaï. La steppe centrale se situe, comme son nom l'indique, entre l'occidental et l'oriental. C'est la plus vaste des trois. Elle constitue l'essentiel de mon décor. Elle est constituée de prairies, à l'instar de la steppe pontique, qu'elle prolonge largement vers l'est. Elle constitue la grande plaine d'Asie centrale, là où les chevaux sont abondants, et là même où ils seront domestiqués. Sur mon sol évoluent des grands mammifères herbivores. Le cheval, mon préféré. Les mionnes, ou ânes sauvages, têtus mais honnêtes. Le bison d'Europe et l'aurochs, respectables par leur puissance. L'antilope saïga de ma région pontique et dans les monts de l'Altaï, véritable ballerine sautillante. Le chameau de Bactriane, fier et endurant comme celui de ma steppe orientale. Le bouquetin des zones rocheuses, méfiant et rebelle. Le cerf, l'élan, le chevreuil qui habite au nord, majestueux de calme et de patience. Mon regretté mégalocéros, qui a survécu dans mes steppes boisées au sud-est de la Sibérie, au pied de l'Oural, jusqu'à moins 5000. Il s'est effacé devant le développement de l'élevage et de l'agriculture. Dans mes marais et mes forêts-galeries, les sangliers sont abondants. J'abrite également beaucoup de rongeurs. Ils jouent un rôle majeur pour mon écosystème. Mais attention à vous, aventuriers, car sur mes sols se trouvent de grands prédateurs. Le tigre, digne solitaire des milieux fermés, comme les forêts humides qui se développent dans mes plaines alluviales et sur le pourtour de mes nombreux lacs. Il apprécie mes sangliers et mes cervidés. Il partage son habitat avec l'ours brun et aussi avec les léopards dans certaines zones. Le royal lion, principal prédateur des grands ongulés dans les habitats ouverts, lui chasse en groupe. Il a survécu jusqu'à l'Antiquité. Le prudent guépard, qui fut même domestiqué et utilisé à la manière de chien de chasse. C'est un spécialiste de la chasse aux antilopes. Le sympathique loup gris, encore bien présent par endroits. La majestueuse panthère des neiges, qui hante encore les régions escarpées d'Asie centrale à toute altitude. J'avoue avoir un faible pour le renard corsac, spécialiste des milieux semi-arides, et pour son cousin le renard roux, qui évolue dans les prairies plus luxuriantes et dans les vallées. J'ai été une véritable autoroute de migration pour l'expansion indo-européenne. D'abord m'ont traversé les cultures de Yamna et d'Afanasievo, déjà des cavaliers, puis les cultures de Saint-Achta et d'Andronovo, plus matures que les premières. Elles avaient des armes redoutables. Mes préférés ont été les peuples scythes, excellents cavaliers, brandissant des armes encore plus redoutables. Ils ont parcouru mes plaines de long en large. Ma steppe pontique leur appartenait. Tous ont laissé leurs traces sur mon sol. Leurs tombes et leurs stèles anthropomorphes témoignent de leur grandeur. Plus tard, à partir de la fin de l'Antiquité et au début du Moyen Âge, j'ai été traversé par les peuples turcs et les Huns. J'ai beaucoup souffert de ces derniers. Partout où ils passaient, mon herbe ne repoussait. Puis, au XIIIe siècle, ce fut le tour de l'immense empire mongol de Gengis Khan. Et enfin, plus tardivement, ce fut le tour des Russes. Ils se sont installés de la Sibérie jusqu'à mes limites sud. Ils ont mis fin au nomadisme cavalier et je suis devenu leur grenier à blé. Maintenant qu'au travers de ces 2 dernières vidéos nous avons posé les contextes industriels et géographiques, nous pouvons aborder les peuples qui s'y sont développés. Les vidéos suivantes exposeront les différentes cultures pontiques et européennes qui y ont cohabité, qui s'y sont succédées. Merci pour votre attention et rendez-vous dans la prochaine vidéo qui traitera des Indo-Européens.